Bonsoir et bienvenue dans cette quatrième édition d'Entre-deux avec une nouveauté ce soir, puisque aujourd'hui c'est Entre-deux qui se déplace. Nous sommes dans le passage Rossignoli et nous nous dirigeons vers la galerie Bagatelle où Dominique Weiss, le propriétaire de cette galerie Bagatelle, va nous recevoir. Dominique Weiss s'est installé depuis une dizaine d'années. Il a ouvert sa galerie, voici une dizaine d'années à peu près à Aix-les-Bains. Et cette galerie est essentiellement consacrée à des expositions d'art moderne. Nouveauté depuis quelque temps, Dominique Weiss a ouvert une série de salons littéraires où il reçoit deux jeunes artistes qui viennent présenter des auteurs modernes et anciens. Consacrée à l'art contemporain, la galerie Bagatelle a reçu cinquantaine d'artistes, d'Alquier à Adorne, Duménil, Pierrot ou Assemat depuis quelques années. Et nous allons nous entretenir avec son propriétaire, Dominique Weiss, ce soir. Très belle maison, Dominique Weiss nous reçoit à l'étage, à son appartement situé au-dessus de la galerie. Dominique Weiss, bonsoir. Merci de nous recevoir. Mais je... Pardon. Bien. Dominique Weiss, merci de nous accueillir chez vous, puisque nous sommes au-dessus de la galerie maintenant, et nous allons commencer cette petite conversation. Alors il y a un ordre, il y a une habitude, on la divise en plusieurs parties, vous verrez vous-même, mais en règle générale, ces parties sont introduites par une ou deux citations que nous vous demandons de commenter. Alors, les deux premières citations que je voudrais vous proposer, avant de parler un peu de votre itinéraire, de vos pérégrinations pour en arriver à la galerie Bagatelle d'Aix-les-Bains, c'est la première, une citation de Gandhi: « Qu'importe que nous empruntions des itinéraires différents, pourvu que nous arrivions au même but. » Et la seconde, une citation de Malraux, plus centrée sur ce que vous faites: « L'art est un continent aux frontières indistinctes. » Alors, comme vous êtes un homme de frontières, est-ce que vous pouvez commenter ces citations et nous présenter un peu votre itinéraire jusqu'à la galerie Bagatelle? Ça m'importe beaucoup que Aix-les-Bains soit entre l'Italie et la Suisse, ne soit pas implanté au milieu de la France. Même si les frontières peuvent avoir aujourd'hui un côté incongru ou désuet, les Suisses ont grand plaisir à nous rappeler leurs frontières. Mais paradoxalement, exposer de l'art, pour moi, c'est sortir des frontières. C'est pouvoir exposer Violaine Vieillefond, qui est une des dernières artistes à avoir été exposée ici, que j'ai découverte il y a quelques années, quelques mois, et exposée Bram van Velde ou Alechaski, au même titre. Pas de frontières et pas de hiérarchie. Tout artiste, peut-être qu'on reviendra sur la définition que je donnerai à ce mot artiste, mais tout artiste doit pouvoir être exposé face au public. Alors, comment êtes-vous arrivé à cette position de galeriste? Je reviendrai tout à l'heure sur la notion est-ce un métier, est-ce une passion, mais c'est encore un peu prématuré. Mais comment en êtes-vous arrivé là? Oui, je me demande.
À la fois un certain nombre de hasards et d'opportunités. Alors, évidemment, le hasard n'existe pas et les opportunités, on les oublie. Je suis arrivé à Aix-les-Bains parce que c'est la ville la plus rigolote au sud de la Loire. Alors, dites-nous pourquoi, parce que ça, c'est vraiment, je dirais, on est dans le scoop, là. Hein, ouais. Oui, c'est vrai que quand j'en parle aux Aixois d'origine et de naissance aixoise, ils ont du mal à trouver ça drôle. Mais justement, ça fait partie du paradoxe. C'est sans doute une des plus belles villes de France et c'est sans doute une des villes les plus décriées. C'est une ville où tout le monde est vieux. J'ai jamais vu une ville dans laquelle il y avait autant de jeunes. C'est une ville dans laquelle il y a des vieux monuments qui ont été de vieilles maisons, qui ont été pour une bonne part détruites dans les années 50, 60, 70. Et aujourd'hui, on reconstruit des immeubles qui veulent ressembler peu ou prou aux maisons anciennes. On démolit de l'ancien pour refaire de l'ancien. On a eu 30 ou 35 jours de pluie depuis le 1er janvier et les gens nous disent que c'est la ville dans laquelle il pleut le plus en France, etc. On est dans un paradoxe permanent et moi je trouve ça très drôle. Très bien. Et c'est ce qui vous a amené donc à Aix d'une part. Et alors pourquoi et comment la galerie Bagatelle là où elle est? Pareil, le hasard et les opportunités. On se promenait passage Rossignoli, on a vu un panneau à vendre, on est entré et on a acheté. C'est au moins une explication qui a le mérite d'être claire et brève. Très bien. Alors, sur les citations, le cheminement, l'itinéraire, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur votre itinéraire. J'ai oublié Gandhi, j'ai oublié la citation de Gandhi. Qu'importe que nous empruntions des itinéraires différents pourvu que nous arrivions au même but. Alors, aviez-vous un but? Ces itinéraires vous y ont-ils conduit? Aviez-vous choisi? Comment ça s'est fait? Le but pour arriver ici, le but était en effet de monter une galerie. J'ai monté avec des copains ma première galerie à Nancy, rue Stanislas, dans les années 70, peut-être même avant. J'ai été associé à nombre de galeries parisiennes, et puis un jour j'ai décidé d'ouvrir la mienne, ailleurs qu'à Paris, parce que j'avais beaucoup vécu à Paris, en région parisienne, et il y a un moment où je pouvais avoir envie d'aller voir ailleurs. J'ai découvert une carte postale de l'hôtel du Beau-Site, et j'ai découvert par là que ma grand-mère a passé de nombreuses années à venir ici à Aix-les-Bains. J'ai découvert un album photo dans lequel mes parents ont fait leur voyage de noces ici à Aix-les-Bains. Donc il y avait toutes les raisons que je vienne ouvrir une galerie d'art à Aix-les-Bains, puisque j'y ai aussi des points de repère. Des points de repère. Bien. Alors, comment concevez-vous d'abord la première question, s'agit-il d'un métier ou s'agit-il d'une passion d'être galeriste comme vous l'êtes? Oui, évidemment, les deux. Mm-hmm. Les deux. C'est un métier parce que on ne gère pas une galerie sans avoir un peu appris les tenants et aboutissants. Il y a des méthodes, des techniques. On ne s'improvise pas galériste. Il y a une définition du mot galeriste? Et non.
En avez-vous une, vous? Oui, un galériste, c'est quelqu'un qui expose les tableaux d'artistes qui justifient qu'on les vende. On n'expose pas pour exposer. On n'expose pas pour faire plaisir. Dans ma conception. Si en plus ça fait plaisir, tant mieux, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire venir à Aix-les-Bains des artistes qui, a priori, n'auraient pas de raison d'y venir, et les faire connaître aux Aixois qui, a priori, n'auront aucune raison de faire connaissance avec eux. Donc je fais connaître des artistes qui le justifient à des gens qui ne les connaissent pas. Et la plupart du temps, sauf quelques rares artistes, je parlais d'Alechinsky tout à l'heure, évidemment Alechinsky est un artiste connu, mais la plupart des artistes que j'ai exposés, qui sont dans les 300-400 premiers artistes de France, si tant est qu'un classement quelconque ait une quelconque valeur, mais néanmoins ils sont parmi les 300 ou 400 artistes les plus connus en France, n'étaient pas connus naturellement des Aixois, parce que seuls 15, 10, 20, mettons 30 artistes sont spontanément reconnus par, je parle des artistes contemporains, reconnus par les amateurs d'art. Si un amateur d'art peut citer 30 artistes contemporains vivants, à mon avis, c'est bien le maximum. Alors, comment ressentez-vous, de manière plus générale, le rôle du galeriste dans la vie d'un peintre? C'est un moment important, difficile pour les artistes. Par les temps qui courent, beaucoup d'artistes pensent pouvoir se passer des galeries, espèrent pouvoir s'en passer ou souhaiteraient pouvoir s'en passer. C'est-à-dire être en contact direct avec le grand public. Et puis, quand on fait à peu près correctement son métier de galériste, l'artiste se rend compte que son métier d'artiste lui prend tout son temps et que pour faire la promotion, la défense et l'illustration de ces tableaux, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles je n'expose que des artistes que je peux défendre. Un artiste que je ne saurais pas défendre, même si son art est indiscutable, même si ses qualités sont indiscutables, je ne l'exposerai pas. C'est pour ça que quand les Aixois grognons viennent dans ma galerie parce qu'il pleut dehors et qu'ils viennent s'abriter, viennent critiquer mes artistes, ça m'est absolument égal. J'ai tous les arguments pour leur expliquer le pourquoi. Absolument. Alors, ça nous amène à une autre question. Quel est le rôle de la... Alors, il y a bien sûr le rôle de la presse et de la critique pour l'artiste. Qu'en est-il de ces rôles pour le galériste lui-même? Là, vous voulez me mettre en colère. Pourquoi pas? Allez-y. La presse ne sert à rien. La presse ne sert à rien. La presse locale, régionale. Quant à la presse nationale, elle ne sait pas où est Aix-les-Bains. Le problème est réglé. Non, nous n'avons plus aujourd'hui les supports qui existaient encore il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est à la fois comme s'il y avait trop d'informations et aucune discrimination possible. La grande difficulté est de parler d'un artiste et de ne pas le confondre avec une exposition sympathique d'amateurs sympathiques dans l'arrière-salle d'un café-restaurant. J'aime beaucoup cela, c'est très amusant, mais c'est autre chose. C'est autre chose.
Disons que ça veut dire que vous avez un certain nombre d'exigences quant à vos choix. Par rapport aux artistes. Par rapport aux artistes. Ah oui, absolument. Oui. Alors, comment pourriez-vous les définir? Non seulement il faut que je puisse les défendre, mais il faut que eux aient envie d'être des peintres dans la longue durée. Il faut qu'ils aient la volonté et la capacité à jouer sur le long terme. Aucun de mes artistes n'a été connu dans la minute. On n'est pas dans le showbiz. On travaille avec des gens qui travaillent sur la durée, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Duminil a plus de 70 ans. Il a été reconnu aux alentours de 40 ans. Il s'est impliqué pour être connu. Il n'est pas resté enfermé au fond de son atelier. Il faut qu'il soit disponible. Il faut qu'ils acceptent les arguments de défense de leur œuvre qui ne seraient pas les leurs. Il faut qu'ils passent le relais à un moment donné. Et donc qu'ils aient à la fois une certaine souplesse par rapport au métier et au travail du galériste, et une cohérence, une cohérence. Donc ça signifie l'installation de rapports un peu particuliers entre vous-même et les artistes que vous exposez. Comment la définiriez-vous? Les artistes sont de faux amis. C'est-à-dire qu'ils sont d'entrée de jeu amicaux, très facilement. J'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, je ne me suis fait aucun vrai ou faux ami dans l'entreprise. Les rapports sont professionnels. Avec le monde de l'art, les rapports sont d'abord amicaux. Et on a presque du mal à leur imposer des normes professionnelles. Ça les embête, c'est pas leur truc. Ils n'ont pas envie. Moyennant quoi, on est obligé de faire une partie de leur travail, d'aller vers eux et de les professionnaliser un petit peu, au-delà de leur travail d'artiste. Alors, est-ce qu'on peut dire que lorsque vous installez une exposition, vous racontez une histoire? Ah oui. Oui. Est-ce que vous avez des exemples Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, à la fois, chaque exposition est une histoire, est un événement à l'intérieur du parcours de l'artiste. C'est une référence modeste ou pas, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Et on raconte une histoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste expose dans ma galerie des tableaux récents, et il arrive que l'artiste décide de peindre un certain nombre de tableaux dans la perspective de l'exposition qu'on prévoit de faire quelques mois ou 1 ou 2 ans après. Ça rentre dans son histoire à lui. Au-delà, j'expose de la peinture non figurative. Donc, je ne raconte pas une histoire à épisodes dont chaque tableau serait... une histoire linéaire, en quelque sorte. En même temps, j'expose des tableaux qui ont une valeur. Donc, on ne raconte pas des histoires aux amateurs, aux collectionneurs. On ne leur raconte pas des blagues. On n'est pas au marché d'à côté où on expose de gentilles choses faites par de gentilles personnes qui peignent le dimanche matin dans leur cuisine. On expose des artistes qui consacrent leur vie à l'art, qui ont pleine et entière liberté de s'exprimer sur leur tableau comme ils l'entendent, moyennant quoi
les amateurs et les collectionneurs qui viennent doivent croire que ce n'est pas de la blague. C'est quelque chose d'important pour l'artiste. En même temps, on ne raconte pas des histoires dans le sens où le tableau n'a pas de vocation thérapeutique. Le tableau a vocation thérapeutique, il reste au fond de l'atelier de l'artiste. Si par hasard il a eu besoin d'un tableau pour sa thérapie. À un moment donné. Alors c'est à la fois une histoire dans la vie de l'artiste, c'est une histoire dans l'évolution de la galerie. Moi je suis très fier des expositions qu'on a faites. Depuis 10 ans que nous sommes là, on a fait une 50aine d'expositions d'artistes différents. Les artistes sont revenus plusieurs fois. Mais une 50aine d'artistes différents, ça commence à faire un certain nombre. Ça, c'est une histoire. Pour autant, c'est pas de la blague. Alors, vous me tendez des perches, hein, parce que j'avais l'intention de vous poser la question. Et si on jouait un peu sur la notion et sur le mot galerie? Alors, vous savez que, galerie d'art, nous y sommes. Il y a d'autres acceptions du mot galerie. Tout à l'heure, vous en avez frôlé une. On pourrait dire que certains pourraient vouloir amuser la galerie. Oui. Alors, manifestement, ce n'est pas dans votre intention et ce n'est pas dans votre propos. Et la question était? Alors, la question était, comment installez-vous et comment organisez-vous une exposition? Ah voilà, là c'est extrêmement simple. Je prends contact avec l'artiste, on choisit des dates, il amène les tableaux, je vais les chercher. On les accroche sur une durée de 5, 6 à 8 semaines. Les tableaux qui ne sont pas vendus repartent pour une part dans son atelier. Les tableaux vendus, nous les livrons. Vous les livrez aux amateurs qui les ont achetés. Aux amateurs, on les aide à les accrocher. Et ce n'est pas un mince travail. On peut même les accompagner, les aider pour encadrer le tableau s'ils en ont envie. C'est-à-dire que le travail de galeriste peut aller au-delà de la galerie. On garde ensuite un certain nombre de tableaux, on poursuit la promotion de l'artiste et on est d'une fidélité à tout crin avec chacun de nos artistes. Je ne suis fâché avec aucun de mes artistes. C'est une belle performance. Oui, tout à fait. Mais j'ai une grande patience. Oui. Alors, ça m'amène à vous poser une question peut-être plus personnelle. Pourquoi ne pas avoir peint vous-même? Oh, très simplement, parce que quand j'ai commencé à fréquenter des artistes et que j'ai vu le talent qu'ils avaient, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce talent. Par modestie Non, c'est par réalisme. Par réalisme. Oui, par réalisme. Oui. Alors, il y a un autre aspect qui me vient à l'esprit, c'est dans votre galerie, on parlait tout à l'heure de l'installation des tableaux. Quel rôle joue, et ça nous amènera à réfléchir un peu plus tard sur l'art, quel rôle joue la lumière dans l'installation d'une exposition quand vous la montez? Oui, ça fait partie des éléments techniques. Le tableau doit être éclairé à 3 mètres de hauteur, à 1,20 m du point focal. C'est très technique là ce que vous nous dites. Oui, à 150 ou 200 watts, pas plus, sinon trop de lumière va écraser le tableau. Qu'on peigne de l'acrylique ou avec de l'huile, ou qu'on expose du papier, il faut que la lumière soit à la fois une lumière ambiante et une lumière forte, mais pas une lumière éblouissante, ni pour le tableau, ni pour le spectateur. J'ai horreur des expositions, vous savez, ces petites lampes qui sont tendues sur des fils, c'est très joli comme élément décoratif, mais c'est insupportable pour l'éclairage des tableaux. Une galerie doit exposer de façon correcte les tableaux et pas de façon amateur. Mais à chaque tableau, un éclairage différent, non?
Il se trouve que dans ma galerie, je me suis débrouillé pour que la lumière ambiante soit, à peu de choses près, suffisamment forte, quel que soit le type d'exposition qu'on fait. On varie peu. On a même plutôt réduit la voilure par rapport au début. Au début. Il y avait trop de... On en faisait trop. Il faut que la lumière existe et se fasse oublier. Au point que je peux dire à certaines personnes qu'un bon tableau, on peut le voir sans lumière. S'il est bon, il n'y a qu'à allumer une bougie. C'est suffisant. Oui, si le tableau est bon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon tableau? Eh bien, c'est un tableau qui reflète sa lumière intérieure. C'est un tableau qui a sa propre histoire, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure. C'est un tableau qui a quelque chose à dire à la personne qui le regarde. Les gens qui viennent dans ma galerie et qui disent « je ne comprends rien à l'art contemporain, c'est abstrait, ça ne dit rien, ça ne représente rien », eh bien je leur propose une chaise qui est entre 3 et 5 mètres à distance du tableau. Je leur propose de s'asseoir sur la chaise, de regarder le tableau, et je viens les retrouver 10 minutes après. Il se peut que le tableau ne leur ait rien dit. Au début, c'était un peu gonflé de faire ça. Et je me disais que j'allais me mettre à mal avec un certain nombre de personnes, mais pas du tout. Une grande majorité des personnes me disent « ouais, d'accord, ce tableau m'a parlé. Il me dit quelque chose. » Alors, je ne veux pas savoir ce qu'il leur dit, c'est leur affaire, mais le tableau est parlant. Alors évidemment, il y a des gens qui sont réticents, on se demande ce qu'ils font dans la galerie, mais c'est peut-être la pluie qui les a fait entrer. Bon, ils ont le droit de ne pas apprécier l'art, et l'art contemporain en particulier, et encore moins l'art que j'expose. Ils ont parfaitement le droit, ça ne me pose aucun problème, mais un bon tableau est un tableau qui parle. Alors, vous venez de mentionner art contemporain. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition? Votre définition, si vous préférez. L'art contemporain est l'art qui se fait aujourd'hui. Alors, quelle différence avec l'art moderne? L'art moderne est une période historique de l'art qui a duré jusque dans les années 50-60. L'inconvénient contemporain, c'est qu'il y a concomitance entre le peintre vivant qui peint aujourd'hui et le terme d'art contemporain. Une ambiguïté sur le mot contemporain. Voilà, parce qu'à l'époque de Picasso, Picasso était un peintre contemporain, et à l'époque de Rembrandt, Rembrandt était un peintre contemporain. Mais c'est pas ça qu'on met en jeu maintenant. Dans la contemporanéité du tableau, ce qu'on met en évidence, c'est son actualité. Je me fais fort de prendre n'importe lequel des tableaux que j'expose et d'en expliquer l'actualité des années 2000-2010. J'ai exposé des tableaux d'Anne Pourny, personne ne le savait, mais elle avait peint ces tableaux au moment du 11 septembre à New York. Elle a eu la gentillesse de me le dire, de m'en faire la confidence. Il se trouve que dans sa vie personnelle, l'un de ses enfants était à New York à ce moment-là, qu'elle n'a pas pu s'empêcher de continuer à peindre malgré les événements qu'elle suivait comme tout le monde à la télévision. Et ces tableaux étaient tellement contemporains que des gens ont deviné, alors qu'elle n'est pas figurative, elle est extrêmement abstraite, ont deviné qu'il y avait quelque chose de fort, de dur, de puissant, d'écrasant, etc. Enfin, ils ont utilisé des termes étranges et ils ont ressenti quelque chose de ce qui s'était passé dans ces tableaux. Je prends un événement particulièrement marquant, mais au-delà de la biographie de chacun de mes artistes, encore une fois, les tableaux n'ont pas de vocation thérapeutique, donc ce qui est de l'ordre de l'intimité du peintre ne nous regarde pas.
Mais un tableau qui ne nous parlerait pas de notre monde actuel, d'aujourd'hui, ne m'intéresserait pas. Ou l'artiste me dévoile l'actualité de son tableau, ou je la devine, ou je la suppose, je la subodore, je vais voir auprès de lui ou pas si je suis dans la vérité, mais je n'expose pas des tableaux historiques. J'expose des tableaux peints aujourd'hui et qui donc, d'une certaine manière, parlent d'aujourd'hui. Parlent du monde d'aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé cet exemple. Je trouve qu'il illustre fort bien ce que vous qualifiez tout à l'heure de tableau parlant. Hein. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'événements peut-être moins, entre guillemets, tragiques ou que vous avez rencontrés lors de vos expositions? C'est l'aspect histoire personnelle qui joue. Une exposition, c'est un moment difficile pour un artiste. Beaucoup d'artistes n'ont jamais vu, j'expose en moyenne une 50aine de tableaux par exposition. Ils n'ont jamais vu ces 50 tableaux exposés, accrochés l'un à côté de l'autre, en même temps dans leur atelier. Ou les ateliers sont plus petits, ou ils ne sont pas faits pour cela. Or là, on expose. On expose une 50aine de tableaux l'un à côté de l'autre, on choisit l'emplacement de chaque tableau, on choisit le voisinage de chacun des tableaux, on choisit la lumière, et c'est une découverte pour eux. Il ne faut pas que ça soit un choc traumatisant. Je vais vous le dire, comment le vivent-ils? Il faut qu'ils le vivent bien. Donc je ne peux pas accrocher les tableaux n'importe comment à la va comme je te pousse. Alors c'est ma manière de les exposer. Il est vraisemblable qu'un autre galériste les exposerait autrement, quoique j'en suis pas très sûr. Je pense qu'on se retrouverait tous, parce que très souvent quand je visite des galeries, et j'en visite beaucoup, je suis d'accord avec la façon dont mes collègues composaient leur exposition. Donc l'exposition, c'est un moment important pour le peintre. Si c'était un moment accessoire, je n'exposerai pas. Il faut que ça soit marquant pour eux. Et il faut aussi que lorsqu'on enlève un tableau pour une bonne raison, parce que l'amateur veut partir tout de suite avec le tableau, il ne faut pas que ça dépareille l'exposition. Une harmonie à ne pas rompre, vous direz. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un vide de ce coup. Il faut que l'amateur puisse partir avec un seul tableau. L'époque où les amateurs achetaient la totalité d'une exposition est terminée. On a connu ça. Il y a des moments étranges. Mais ça n'existe plus. Donc il faut que chaque tableau soit à la fois indépendant, autonome, qui puisse se décrocher dans la minute et partir chez l'amateur qui en a envie, et que les autres tableaux ne se sentent pas esselés. Alors, on donne parfois comme définition d'une galerie qu'une galerie d'art a pour vocation d'être un lieu de rencontre entre amateurs d'art et marchands d'art. Vous souscrivez à cette définition? Les marchands d'art, ils font leur travail. Moi, je fais mon travail de galériste. Le marchand d'art a dans sa cave un certain nombre de tableaux. Il classe les tableaux bleus, les tableaux rouges, les tableaux jaunes, et il va voir les gens qui aiment le bleu, le rouge ou le jaune. Parce qu'il ne peut pas mettre tous les tableaux. Je caricature. Non. Ça m'amuse. Vous ne les avez pas trop en odeur de sainteté, semble-t-il. Non, parce que ils vendent des tableaux, ils ne vendent pas une démarche artistique. C'est comme au théâtre. Quand je vais au théâtre, je ne vais pas écouter Shakespeare, je vais écouter tel acteur, telle actrice, tel artiste dire Shakespeare. Là, ce qui m'intéresse, c'est que l'amateur d'art ait plaisir à avoir un tableau de Bénédicte Colère
et pas un tableau anonyme. J'attache au tableau l'existence de l'artiste qui est derrière. Là, c'est un mauvais exemple parce que Ben-Ami Colère est mort, sans avoir prévenu personne. Bref, on ne peut plus le rencontrer. Oui. Et du coup, quand j'en ai parlé à sa femme, elle a parfaitement compris que je ne souhaite plus l'exposer. Alors que j'aimais beaucoup la personne, et j'aime toujours beaucoup ses tableaux. Mais c'est plus pareil. C'est interrompu, disons. J'ai besoin de quelque chose de vivant dans les tableaux que je vends. Le marchand d'art vend une matière inerte. Il n'est pas content quand je le lui dis. J'ai un certain nombre de copains qui sont marchands et qui en vivent très bien, et j'en suis très content pour les artistes. Mais ils admettent avec moi que le moment vivant, c'est le moment de l'exposition. Quand les tableaux sont dans l'atelier de l'artiste, ils ne sont pas encore tout à fait nés, et quand ils sont sur le marché de l'art, ça devient des objets anonymes. Je ne veux pas qu'on achète un tableau parce que c'est un tel. Et pourtant, vous avez décidé d'en vivre. D'en survivre. Ou d'en survivre, hein, oui. Oui, si on veut faire fortune, il faut faire un autre métier. Mais c'est pas grave. Bon. Non, je n'en vis pas. On ne vit pas. Quand on est sur le premier marché, c'est-à-dire quand on est en contact direct avec les artistes et leur atelier, on n'en vit pas. On est dans une course en avant permanente. Ah oui. Donc on se situe dans un autre rapport, dans un autre lieu qui n'est pas de commercial, pour employer un gros mot. Non. Ouais. Non, on vend les tableaux et il faut les vendre au juste prix. Mais on est à la limite du mécénat. Et c'est une position qui est intenable. Bien sûr. C'est pour ça que beaucoup de galeries durent 1 an, 2 ans, 3 ans, tant qu'un sponsor alimente la galerie et trouve les budgets nécessaires, et puis 2, 3, 4 ans, ça s'arrête. Moi, ma galerie a 10, 11 ans. J'ai vu nombre de galeries disparaître à Lausanne, à Genève, à Grenoble, à Lyon, parce que les galéristes se sont arrêtés un moment de jouer un jeu de mécénat. Alors, allons un peu plus loin et élargissons le débat. Alors, je voudrais vous donner une citation un peu provocante pour cette partie suivante. Enfin, une gentille et puis une un peu provocante. La gentille, c'est un adage chinois qui dit que la peinture vient de l'endroit où les mots ne peuvent plus s'exprimer. Et puis la deuxième, c'est une citation de Toulouse-Lautrec. Je crois d'ailleurs qu'il a dû pervertir une autre citation, Michel-Ange, probablement avant lui, ou Léonard da Vinci, je ne me souviens plus. La peinture, c'est comme la merde, ça se sent, ça ne s'explique pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Ouais, j'aime bien Toulouse-Lautrec. C'est un bon copain. Chaque fois que je vais à Albi, je vais faire un tour là-bas et je me retiens parce que c'est farci d'émotions. C'est de la grande peinture. Comme quoi, toute peinture n'est pas morte. Mais à vrai dire, celle-ci n'est plus en vente. Oui. Oui, ça se sent. Ça se sent. Picasso disait que la peinture, c'est comme le chinois. Si on veut apprendre le chinois, ben on apprend. Et on parle chinois, c'est pas extraordinairement difficile. Si on veut apprendre la peinture, si on veut connaître la peinture, on apprend la peinture.
L'autre citation, oui et non. Oui et non. Michel Butor a fait un très très beau livre sur les mots dans la peinture. Alors c'était les mots véritablement écrits sur le tableau. Néanmoins, la peinture est une écriture. Est-ce qu'elle est complémentaire de l'écriture? Est-ce que c'est une autre écriture? Oui, j'ai des artistes dans ma galerie qui sont graphiques, et on sent bien l'écriture de leur tableau. Françoise Rousset, qui est derrière nous, a une écriture alors qu'elle peint des galets, mais elle écrit quelque chose, elle écrit une histoire. Il suffit de la chercher et on trouve l'histoire. D'autres tableaux sont très distanciés de l'écriture, très distanciés des mots. Il n'y a pas de mots pour les dire, comme dirait Marie Cardinal. Alors, puisqu'on avait dit qu'on élargissait le débat, question violente, à quoi sert la peinture? À rien. Surtout pas à décorer. Non, ça sert à rien. Ah oui, c'est Picasso qui avait dit, je me souviens plus d'une citation de Picasso, qu'elle servait à combattre l'ennemi et non pas à figurer dans des salons, non? C'était lui ou je me souviens plus. Je sais plus. À propos de Guernica peut-être. Oui. Non, ça sert à rien. C'est comme la poésie, ça sert à rien. Oui, mais enfin c'est là. Et puis c'est tellement. Et puis on l'apprend. Peut-on s'en passer? Ah oui. Bah oui. Sinon, le budget du ministère de l'Éducation nationale ne serait pas de 1%, il serait équivalent au budget d'un ministère qui sert à quelque chose. Je ne sais pas, le ministère de l'Éducation, par exemple. Pensez-vous qu'il y ait une notion d'universalité dans la peinture? Non, parce que l'artiste n'est pas universel. Or, pour moi, ce qui compte, c'est l'artiste qui peint son tableau. Et le talent à part, le talent unique qui est le sien. Si tous les peintres peignaient comme Picasso, ça serait embêtant et pour tous les peintres, et pour Picasso. Si tous les écrivains écrivaient comme Victor Hugo, ça serait embêtant pour Victor Hugo et tous les écrivains. Ce qui est intéressant, c'est la spécificité de l'artiste. Qu'est-ce qui fait qu'il est particulier, que cette particularité-là me plaît? C'est très mystérieux. Vous ne le définissez pas? Non. Vous n'avez pas de critères? Généraux, j'entends. Non. Alors comment s'élaborent vos choix? À la fois par la relation qui s'instaure entre l'artiste et moi, en ne tombant pas dans le piège trop facile d'une relation immédiatement cordiale et sympathique, parce qu'il va falloir professionnaliser la relation ensuite et ne pas se fâcher avec l'artiste quand je vais lui imposer un certain nombre de choses, un nombre de tableaux, des délais, un temps d'exposition, y compris de courir le risque avec moi que les amateurs ne soient pas au rendez-vous, soient sceptiques, etc. La relation. Ensuite, ma capacité, comme je le disais tout à l'heure, à défendre les tableaux ou à ne pas les défendre, qui est fonction de l'échange que nous avons, l'artiste et moi, et puis de mon pifomètre. Si je vais me balader à la FIAC, à Art Basel et dans tout un tas d'expositions internationales, c'est pour me nourrir de tableaux que je n'exposerai jamais, mais qui me permettent ensuite, les ayant bien regardés, de défendre mes propres tableaux. Est-ce que vous auriez une définition d'un... Bon, on a parlé de grand peintre.
Existe-t-il des grands galéristes? Historiquement, oui, il y a eu et il y a de grands galéristes, puisqu'on fait maintenant des expositions qui se rapportent aux galéristes. Sans Kahnweiler, il est probable que Picasso aurait eu un peu plus de mal à exister, et puis ensuite il aurait existé par lui-même, et avec d'autres. Oui, oui, il y a eu de très grands galéristes. Maintenant, en France, il y a 1 millier de galéristes qui font partie de l'Association des Galeries de France, et il y a 3 ou 4 000 lieux d'exposition de toutes sortes, tels que ceux que je dégommais tout à l'heure. Les arrière-salles de bistrot. Voilà. On ne peut rien faire contre cela. Alors, il y a eu de grands galéristes, jusqu'au moment où les grands galéristes en qui les artistes avaient confiance, les artistes peintres, ont entendu ces galéristes dire qu'ils ne croyaient plus en la peinture. C'est embêtant. C'est embêtant. Moyennant quoi, non, je ne crois pas qu'il y ait maintenant de grands galéristes. Il y a de grands collectionneurs. Et puis, il y a une myriade de petits amateurs, de petits collectionneurs modestes qui m'achètent un petit tableau, pas très cher, mais qu'ils payent en 3 ou 4 fois, et qui adorent ce tableau. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a tout un tas de petits, très grands collectionneurs. Et là, vous vous situez comment, là Est-ce que vous conseillez un amateur, enfin un amateur probablement pas, mais disons un visiteur? Le conseiller, ah oui, à ne pas acheter trop vite, à ne pas hésiter à acheter, à ne pas acheter un trop petit tableau, ou trop grand, ou ne pas acheter celui qui le violente, mais acheter celui qui va le calmer. Oui. Je ressens assez vite le feeling, la qualité du feeling qui passe entre la personne qui regarde un tableau et le tableau. Mais c'est délicat quand même, parce que si on ne passe pas par les mots, comment le percevez-vous si c'est peu exprimé? Ah, mais la personne a un corps. Celui qui a peint le tableau l'a peint avec son corps, pas seulement avec sa main et surtout pas avec seulement sa tête. Et l'énergie que l'artiste a mis dans son tableau, d'une certaine manière, se retourne vers l'amateur. Rejaillit vers l'amateur. Rejaillit vers l'amateur. Ouais. Et il m'est arrivé de dire à des personnes, ce tableau n'est pas pour vous. Alors c'était des gens que je connaissais, que j'avais déjà vu plusieurs fois. Bon, c'était pas comme ça en 3 minutes qu'on peut décider de cela, mais... C'est grave de décider quand même ça, ou de s'exprimer comme ça, non? Il s'agit de freiner la personne pour que freiner. Ça... je ne veux pas que la personne, elle fait ce qu'elle veut du tableau ensuite, mais je ne veux pas que la personne achète un tableau et le mette dans son grenier ou à la cave 8 jours après, ou X temps après. Je ne veux pas qu'elle se fatigue du tableau. C'est pour ça que quand les gens m'achètent un tableau, je leur dis, si ce tableau ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, vous me le ramenez. Je vous le reprends. Je touche du bois. Je n'ai jamais eu de retour. Ou parce que les gens n'osent pas revenir. Ou parce que, effectivement, ce tableau leur convenait bien. C'est ça. La cohérence, enfin la convergence entre les deux a joué. Oui. Et pour aller chez des amateurs que j'ai vu plusieurs fois, le tableau qu'ils ont acheté il y a quelques mois ou quelques années est toujours là, toujours visible dans leur salon, il n'est pas à la cave, et c'est ça qui m'importe. Alors, vous êtes obligé quand vous conseillez, vous êtes obligé, je vais dire un gros mot, d'interpréter une œuvre,
Comment ça marche? Comment fonctionnez-vous pour ça? Lorsqu'on vous sollicite. C'est vrai que c'est toujours difficile, on est toujours sur la même thématique, c'est-à-dire mettre des mots ou pas sur la peinture. On ne met pas les mots sur la peinture, on met les mots sur le regard qu'on pose sur la peinture. La peinture, elle parle par elle-même, elle parle d'elle-même, et elle peut parler autrement que en mots. Par contre, l'argument qui peut encourager une personne à emporter un tableau, parce que c'est tout de même bien ça qui m'importe. J'expose pas pour que les tableaux retournent ensuite dans l'atelier de l'artiste. J'expose pour que les tableaux aillent chez les amateurs d'art. Il y a très peu d'arguments en fait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir argumenté sur un tableau. Par contre, encourager quelqu'un qui était intéressé et qui voulait sincèrement un tableau, oui, ça l'encourageait, oui. Et puis l'orienter sur tel tableau plutôt que tel autre. Oui, oui, ça, oui. Mais il n'y a pas d'argumentation de vente. Il n'y a pas d'argumentaire. Il y a des argumentaires pour vendre une voiture. Il n'y a pas d'argumentaire pour vendre un tableau. Alors, comment définiriez-vous la relation entre le peintre et le galériste? Alors, elle est toujours bonne. Ce n'est pas une définition, ça. C'est une appréciation. Oui. C'est à la fois une relation de confiance et une relation de défiance. On est dans une espèce de dialectique étrange entre les deux, où, comme je le disais tout à l'heure, l'artiste a besoin du galériste, et c'est pas réciproque. Il y a, je ne sais plus, 14 000 artistes en France, 15 000 ou 25 000. La maison des artistes répertorie des dizaines de milliers d'artistes. Bon. C'est-à-dire que si je ne m'entends pas bien avec un artiste, c'est pas grave, il y en a un autre. Je suis déçu, mais c'est pas grave. Sauf que ça m'arrive jamais. On est en confiance et on a envie de travailler ensemble. On a envie de faire un bout de chemin ensemble. Et le bout de chemin dure le temps qu'il a envie de durer. C'est essentiellement une relation de confiance. Alors, est-ce que par votre expérience, est-ce que vous pourriez nous dire si vous envisagez qu'il y ait une société idéale dans laquelle l'art aurait un rôle à jouer? Ah oui, comme Platon avec les poètes. Oui, oui. Non, non. Non. Il n'y a pas de société idéale dans laquelle l'artiste serait pleinement à sa place, parce que les artistes s'arrêteraient de s'exprimer à ce moment-là. C'est, de mon point de vue, tant que les artistes ne sont pas à leur place, quand l'artiste est institutionnalisé, c'est extrêmement difficile pour lui de rester calme, si je puis dire, de continuer à exprimer ce qu'il a au fond de lui-même. Alors, il n'est pas obligé d'être maudit, il n'est pas obligé de bouffer de la vache enragée, il n'est pas obligé de se sacrifier. Et beaucoup de mes artistes disent cela, me disent qu'ils ont peur d'un éventuel succès. Je me souviens de Rezvani, qui est beaucoup plus connu maintenant comme écrivain, comme romancier et homme de théâtre, que comme peintre, qui peignait beaucoup et de très grands tableaux. Et un jour, un Américain est venu dans son atelier et lui a acheté la totalité de son œuvre. Il a eu beaucoup d'argent puisque ça lui a permis de quitter Paris et de partir en Provence. Et il a arrêté de peindre. Et il n'a plus peint pendant plus de 30 ans. Et quand il a ressorti les quelques tableaux qui lui étaient restés du fond d'un appentis, les tableaux étaient très pourris, très abîmés, etc., et qu'il a recommencé à peindre,
c'est parce qu'il se remettait dans une situation précaire. Le peintre institutionnalisé, s'il n'est pas mort, est très très souvent en mauvais état. Et j'ai des exemples à l'appel possibles. Alors, une particularité de la Galerie Bagatelle, vous organisez depuis quelque temps des salons littéraires. Oui. Quelle est cette idée? Pouvez-vous nous en parler un peu? Oh oui, très rapidement. Encore un rapport entre peinture et littérature? Non, bon. Aucun. Aucun rapport, si ce n'est que la peinture est dans le domaine des choses de la culture. Et dans la culture, il y a la littérature, la poésie, la danse, la musique, la sculpture, la peinture, etc. Si cette galerie est un lieu culturel, il faut qu'elle soit ouverte à d'autres champs culturels. Et là, nous avons pris le parti, parce que je ne suis pas seul dans cette aventure, nous avons pris le parti non pas d'exposer, c'est-à-dire de donner à lire des artistes vivants, mais des artistes morts. Victor Hugo est mort depuis quelque temps, Boris Vian aussi, etc. Et l'idée est de partager avec un public, qui n'est pas forcément le public des tableaux, qui apprécie les tableaux, leur donner à partager des auteurs auxquels ils ne pensaient pas la veille ou l'avant-veille. En leur disant, tiens, on va passer une heure et demie ensemble, on va vous donner à lire, à entendre tel artiste, tel écrivain. Si ensuite vous avez envie d'aller le lire, eh ben, c'est gagné. On aura fait un beau boulot. Très bien. Et le résultat? Ah ben, ce n'est pas le résultat, on n'est qu'au début. Ça avance. Ça avance. On creuse notre sillon, en ayant même parié sur la possibilité d'inviter des personnes pendant 1h30 de lecture, mais on fait le pari pour le printemps prochain de les inviter pour 10 heures de lecture. C'est ce que j'ai vu dans votre programme. Hein. Oui. On fait comme à Avignon. Et on se dit que s'immerger pendant une dizaine d'heures avec tel ou tel auteur, ça risque de laisser des traces. Ouais. Sans aucun doute. Ouais. On verra. Ouais. On verra. Très bien. Alors, quel a été votre dernier coup de cœur artistique, toutes disciplines confondues? Cézanne. J'ai vu l'exposition Cézanne à Paris, oui, le titre, Cézanne à Paris, exposé au Luxembourg, dans les jardins du, enfin dans le pavillon du jardin du Luxembourg à Paris. Et il y avait un certain nombre de tableaux que je n'avais jamais vus qu'en carte postale ou en reproduction, qui viennent de loin. Et voir ces tableaux de près, de très près, pouvoir presque mettre le nez dessus sans que les alarmes ne se mettent à sonner, c'est un privilège tout à fait étonnant. Et là, on est avec de la peinture, de la vraie peinture, de la bonne peinture. Il m'en fout complètement que ça soit Cézanne, oui. En l'occurrence, parce que je le sais que c'est Cézanne. Et je suis prêt à admettre que Cézanne a raté un certain nombre de ses tableaux, quoique on aurait du mal à les trouver. Il y en a un au musée Fort à Aix-les-Bains, un petit paysage tout à fait modeste, un peu sombre, mais qui était un tableau exceptionnel. Quelqu'un qui aime la peinture et qui n'est pas effaré, sans mots, béat devant ce tableau,
ça me laisserait sceptique. Ça me laisse- En tout cas, ma dernière émotion devant des tableaux, voilà, c'est cette exposition. Cette exposition suffit. Alors, en général, on termine nos éditions d'entre-deux par un questionnaire. Et vous avez le choix entre deux questionnaires. C'est vous qui choisissez celui que je vais vous poser. Donc, il y a le questionnaire de Proust, bien sûr, mais vous avez aussi le questionnaire de Pivot. C'est vous qui choisissez celui auquel vous allez avoir à répondre. Ah oui, à celui de Proust, j'y ai déjà répondu plusieurs fois pour m'amuser. Celui de Pivot, je n'y ai pas encore répondu. Alors, vous choisissez celui de Pivot. Prenons celui de Pivot. Très bien. Quel est votre mot préféré? Dans ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est le mot lumière qui me reste. Lumière. Lumière. Et celui que vous détestez? Rapide. Rapidité. Rapide. Quelque chose comme ça. Voilà. Oui. Quelle est ou quelles sont votre ou vos drogues favorites? Non, c'est la lecture. La lecture. Ce vice impuni. Ce vice impuni. Très bien. C'est l'argot. Oui, l'argot. Le son ou le bruit que vous aimez? Le bruit du vent. Le bruit du vin? Du vent. Du vent. Le bruit du vent dans les branches des arbres de mon jardin. Très bien. Le son et le bruit que vous détestez? Le sifflet à roulette, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Le sifflet à roulette des agents de police. Des agents de police. Votre juron ou le gros mot ou un blasphème favori? En tant que galeriste, je n'en ai pas. C'est une non-réponse. Oui, non, je n'ai pas de... Vous n'avez pas de... Quand je me tape sur un doigt avec un marteau, je ne dis pas forcément merde. Bon. Y a-t-il un homme ou une femme que vous voudriez voir pour illustrer un billet de banque? J'aimerais bien que les billets de banque n'existent plus. S'il fallait absolument quelqu'un qui aurait illustré un billet de banque, oui, Mickey. Mickey. Très bien. Ou Tintin. Ou Tintin. Un héros de bande dessinée européen. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, Tintin, c'est pas mal. Pas mal, Tintin. Il ne serait pas d'accord. Un métier ou le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Tous les métiers d'ordre. Les métiers qui obligent à rappeler à l'ordre. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez vous réincarner? Ah, je suis alsacien, donc un pied de vigne m'irait assez Un pied bien. de vie, c'est bien. Si on imagine que Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort qu'il vous dise? Il pourrait bien me dire va voir là-bas si j'y suis. Très bien. Et enfin, une dernière question, mais hors questionnaire. Quelle est la dernière fois où vous avez menti? Est-ce que c'est à l'instant ou dans la réponse précédente? Ou dans celle d'avant? Ou dans celle d'avant? Ouais. Le saurons-nous? Non. Non? Très bien. Merci Dominique Weiss. Merci à vous.